Sur les différentes menaces, je vous propose qu'on regarde maintenant Jean-Paul Bedbez et sur l'aspect plus économique et ensuite la parole à nos invités. Jean-Paul Bedbez, économique, membre lui aussi du Cercle des économistes. Les vertiges du monde, retrouver l'équilibre. Bonjour Futuroscope, nous avons devant nous un vrai menu pour la journée. Essayons de voir comment nous pourrions le traiter et comment nous pourrions regarder un peu ce dont il s'agit. D'abord, vertige avec un S. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein. Vertige lié à la pandémie, bien sûr. Vertige lié au réchauffement climatique ensuite. Vertige lié à la chute de croissance que nous avons eue après, avec la pandémie de l'ordre de 10% du PIB de l'OCDE en un trimestre, qui fait que nous retrouvons à peu près le niveau de croissance, le niveau d'activité que nous avions avant la pandémie, mais l'emploi n'est toujours pas là, et ceci se produit avec un montant de dette considérable. Et donc, effectivement, les choses, globalement, ont l'air de se stabiliser, mais avec beaucoup plus de dettes, beaucoup plus d'inquiétudes partout. Ce qui fait que nous devrons nous demander, mais qu'est-ce qui, avant, nous faisait marcher? Qu'est-ce qui faisait, avant, fonctionner la machine mondiale? Au fond, trois choses. Un, les machines, comme toujours, les équipements. Deux, de plus en plus, l'information, le capital humain, l'intelligence. Troisièmement, la monnaie c'est-à-dire le profit bien sûr, mais également les crédits qui se faisaient de plus en plus, soit par les banques, soit par les marchés. Donc nous avions une activité économique qui se développait beaucoup et qui, de ce point de vue-là, se mondialisait. En se mondialisant, elle faisait évoluer ces structures de production de l'Europe et des États-Unis vers l'Asie et plus particulièrement vers la Chine. Et à l'époque, ça paraissait être un jeu gagnant-gagnant, tout le monde allait mieux. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que derrière ce jeu, derrière cette évolution, il y a, d'après moi, une révolution industrielle, une révolution de la technologie, une révolution de l'information qui se joue. Cette révolution de l'information est la troisième que connaît le capitalisme, après la révolution de la vapeur et la révolution de l'électricité. Tout ceci ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des moments où des innovations se mettent à se regrouper et changent la structure de la production et des activités. Regardons au début, à gauche sur le dessin, quelles étaient les tailles des entreprises de l'époque, de l'ancienne époque. Et c'était plutôt petite. Il fallait investir, bien sûr, il fallait s'équiper, bien sûr, mais on avait assez vite trouvé les limites d'une unité de production. Les coûts de marginaux de production se mettaient à monter, il fallait donc revoir, restructurer, élargir. Aujourd'hui, ça n'est plus ça du tout. Il faut d'abord investir énormément en recherche, en innovation, pour avoir les brevets. Et ce sont ces brevets qui ensuite, quand ça marche, ouvriront le monde. Quand vous avez à l'heure actuelle des logiciels qui permettent de faire marcher un ordinateur, s'il marche, il devient mondial tout de suite. Vous avez Microsoft. Et dupliquer le logiciel ne coûte rien. Le coût marginal devient nul. Donc c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec la nouvelle économie, l'économie de la révolution de l'information, c'est que le premier pas, le premier saut est énorme et très risqué, et une fois qu'il est réussi, à ce moment-là, à nous le monde. Quelque temps après, il faut remonter, mais on voit bien à quel point ceux qui ont déjà réussi ont de très grandes chances de continuer. Donc on a une unité de production qui devient de plus en plus concentrée entre les grands gagnants et les autres ont ce qui reste. À ce moment-là, cette évolution qui s'est produite et qui a permis les GAFA, qui a permis l'évolution de cette transformation du monde vers l'Asie et la Chine, est d'une certaine manière cassée, brutalement interrompue par l'ensemble des vertiges dont on avait parlé. Ce qui fait qu'au fond, nous avons perdu une série d'équilibres, une série de vitesses qui fait qu'aujourd'hui, nous ne savons plus exactement comment fonctionner et comment avancer. La première chose qui se passe, c'est que l'économie mondiale va moins vite. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'elle ne va pas partout moins vite et qu'il y a des activités économiques et des pays qui ont beaucoup baissé
et d'autres qui sont en train de repartir. Donc on a des équilibres et des situations différenciées. Troisième élément qui me paraît extrêmement important, c'est que la façon de sortir de l'affaire est très différente entre ceux qui iront plutôt bien et ceux qui, d'une certaine manière, peuvent souffrir longtemps. Ce qui est représenté par ce qu'on appelle les cas. Les cas, la partie haute du cas, ce sont ceux ou celles qui s'en sortent bien. La partie basse du cas, c'est ceux ou celles qui s'en sortent pas bien. Et ceci concerne les gens, formés ou pas formés. Formés, ils s'en sortiront plutôt bien. Pas formés, ce sera compliqué ou très compliqué pour eux. Les secteurs, le e-commerce va très bien, mais le tourisme ne va pas bien du tout. Les pays qui sont industrialisés, formés et qui ont la capacité de s'endetter vont bien ou iront bien. Les autres qui sont fragiles, pas assez formés et avec peu de capacité de s'endetter, souffriront longtemps. Donc on a en réalité un fractionnement de l'économie mondiale qui va durer. Donc, par rapport à ce fractionnement, chaque grand pays va essayer de trouver sa solution pour essayer de retrouver son équilibre à lui. Les États-Unis, par exemple, vont essayer d'utiliser 3 tremplins. Le vert, c'est-à-dire essayer de lutter contre le réchauffement climatique, les infrastructures, et on voit qu'aux États-Unis viennent de se voter une série de dépenses pour un total de trillions de dollars, et la formation, puisqu'il est question aujourd'hui d'avoir un autre programme qui se mettrait en place pour aider en particulier les populations fragiles, les jeunes, et on parle maintenant pour de 3 trillions de dollars. Donc on voit bien que les États-Unis mettent tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent emprunter pour essayer d'avancer. Simplement, ils vont avoir, et ils ont déjà 3 problèmes, 3 questions. La première, c'est est-ce que le dollar va tenir? La deuxième, la dette, jusqu'où? Le plafond de la dette est déjà dépassé. Et est-ce que la Fed, la Banque centrale américaine, va continuer à financer? On sent déjà qu'elle hésite et qu'elle va freiner son financement sans problème du déficit budgétaire. Donc on a que la dette, le dollar, d'une certaine manière, ont aidé les États-Unis et peuvent le faire moins. Les États-Unis vont continuer, mais peut-être que ce sera plus compliqué pour eux. Deuxième pays qui va trouver une nouvelle stabilité, et ceci est sans doute plus compliqué et plus important, c'est la Chine. La Chine va inventer ou développer ce qu'elle appelle une nouvelle double circulation. Tout pays a une circulation interne et externe, c'est-à-dire tout pays produit et consomme, et tout pays produit et exporte. Simplement, pour la Chine, il est question à l'heure actuelle d'avoir un changement de cette circulation en renforçant d'abord la circulation interne, c'est-à-dire faisant en sorte que les salaires augmentent, que la consommation se mette à augmenter, que l'épargne interne se mette à être utilisée davantage dans le pays, ce qui fera qu'il y aura moins d'exportation. Autrement dit, la Chine veut être d'abord un grand marché. Le deuxième élément qui concerne cette fois-ci la circulation externe, c'est que la Chine ne veut plus exporter comme avant des produits moyenne gamme, bas de gamme, c'est fini, moyenne gamme, mais elle veut monter en gamme et être une exportatrice de high-tech. Donc on voit bien à quel point le changement stratégique de la Chine est extrêmement important. Il aura comme conséquence que la Chine ne sera plus une grande exportatrice d'épargne et qu'elle aura une consommation plus forte et une croissance plus ralentie, mais plus sûre et plus stabilisée, et que le yuan, sans doute, va s'apprécier peu à peu, en devenant une monnaie plus internationale. Le troisième cas plus compliqué, c'est celui de la zone euro, tout simplement parce que la zone euro est en fabrication et plus affectée par les crises que nous vivons. Et donc, elle se développe avec l'idée de la solidarité pour la solidité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est un ensemble de programmes, essentiellement avec de la dette, mais pas uniquement, qui veulent essayer de rattraper en quelque sorte le temps passé. Le premier élément, c'est Next Generation EU, un ensemble de programmes de 750 milliards d'euros qui sont un ensemble de crédits et de dons à tous les pays de la zone euro, mais avec une caractéristique très particulière, c'est que des pays riches,
Par exemple, l'Allemagne va décider de faire des dons à des pays plus pauvres, par exemple l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Donc on a une union de transfert qui ne le dit pas comme ça, mais qui est en train d'apparaître en même temps qu'il y a de la dette. Dette plus transfert. Deuxième élément qui joue, c'est le vert, avec Fit for 55, c'est-à-dire essayer de décarboner la zone euro vers 2030 et en essayant de diminuer de 55% les émissions de carbone. C'est donc quelque chose qui est extrêmement important, ce qui implique que la politique monétaire, c'est-à-dire la politique de quantitative easing, de rachat de bons du trésor par la Banque centrale européenne, continue tout simplement parce qu'il y aura beaucoup besoin d'argent. Donc on a bien une troisième idée qui est en train de se mettre en place. Simplement, il y a un continent absent. Le continent absent, c'est l'Afrique. Et c'est extrêmement risqué de ne pas prendre en considération l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 18% de la population mondiale, mais 3% du PIB. C'est donc une population très fragile, pauvre, qui est d'ailleurs fractionnée en 54 États très différents. Et si on se projette en 2050 ou en 2075, ces 18% d'aujourd'hui seront 29% en 2050 et 33% en 2075. Autrement dit, on ne peut pas faire comme si l'Afrique était là, à côté, compte tenu de son évolution, en particulier démographique, et des problèmes économiques qu'elle a. Et il faut absolument l'aider, ne serait-ce d'ailleurs que parce que nous sommes très proches d'elle. Voici donc les problèmes que nous avions. Le premier problème, c'est que nous avions une vision bipolaire du monde entre les États-Unis et la Chine, qui étaient des concurrents commerciaux, qui étaient des rivaux du point de vue de l'armée, mais qui ont aussi de plus en plus à travailler ensemble pour des questions de santé ou pour des questions de climat. Donc on voit bien qu'une vision bipolaire du monde ne suffisait pas à expliquer ce qui va se passer ou ce qui doit se passer entre les États-Unis et la Chine. On voit bien fondamentalement que nous devrions aller vers un monde tripolaire. Un monde tripolaire, c'est un monde dans lequel l'Afrique et la zone euro se rapprocheraient, l'Afrique et l'Europe se rapprocheraient pour évidemment essayer de tempérer les tensions qui étaient entre la Chine et les États-Unis, mais en même temps, vous fabriquez une zone extrêmement importante qui serait la troisième puissance du monde à horizon 2050 et au-delà. Si on ne fabrique pas cette troisième puissance, nous aurons évidemment des difficultés. En zone euro, des difficultés de vieillissement de la population, d'affaiblissement de l'économie, plus des problèmes de migration que nous ne saurons pas régler. Donc nous devons absolument avoir une vision plus large de l'évolution des mondes. Le monde n'est plus le même. Il cherche chacun, États-Unis, Chine et zone euro, chacun cherche son nouvel équilibre, mais ça n'est pas un équilibre d'ensemble. Nous n'y sommes pas. Il faut absolument s'en préoccuper. Et de ce point de vue-là, un monde tripolaire est une bonne façon d'avancer. Merci. On a beau dire quand même, les profs, c'est utile. Hein. C'est quand même clair, il y a des informations, c'est charpenté, et on peut retenir, et c'est chaque fois comme ça avec Jean-Paul Bedbez, et notamment avec cette approche qu'il nous décrit d'une perspective tripolaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment cet après-midi. Mais d'ores et déjà, voyons un peu sur ces deux partenaires. D'abord, celui qui est le moins connu, la Chine, et de voir avec notre invité David Bavrez, auteur du livre Chine-Europe, le grand tournant, qu'est-ce qui est en train de tourner, qu'est-ce qui est en train de se passer avec la Chine aujourd'hui. On voit que
En Occident, l'image de la Chine est considérablement détériorée. On voit que globalement, il y a une forme d'assurance à l'intérieur de la Chine. Est-ce qu'on va vers un repli? Est-ce qu'on va vers un désengagement? On voit aussi quand même, contrairement à cela, dans ce paradoxe, que la Chine prétend aussi inventer un nouveau multilatéralisme, les routes de la soie, etc. Donc, quelle est la vision que vous avez de ce grand tournant, vous qui êtes au cœur de cette Asie quotidiennement et qui, en tant qu'investisseur, voyez la réalité des choses au-delà seulement des théories et peut-être quelquefois des peurs qui animent la réflexion? David Bavrez, c'est à vous. Ben, grand merci. Je crois que pour comprendre cette nouvelle Chine, il faut d'abord comprendre le nouveau monde que Bruno Le Maire a évoqué. Et pour moi, il n'y a pas de retour au monde pré-Covid. Il y a un monde post-Covid, c'est la plus grande crise que ma génération connaît depuis ma naissance. Le monde ne va pas être comme avant. Et pour moi, il y a 3 changements fondamentaux. D'abord, c'est le retour des frontières. Ça fait 20 ans depuis que la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001, ça fait 20 ans qu'on abat les frontières. Là, elles reviennent. Je vous donne un exemple concret. Je vis à Hong Kong. Je vais rentrer à Hong Kong dans 3 semaines. J'ai 3 semaines de quarantaine à l'hôtel qui m'est imposée par le gouvernement, alors que j'ai un passeport français. Je suis doublement vacciné. Donc, il y a un changement total. Il faut qu'on appréhende le fait que les frontières sont de retour. Le second changement, c'est le retour du politique. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous allez dire que c'est une bonne nouvelle. Moi, investisseur, je suis un peu plus dubitatif. Ça fait 20 ans que le pouvoir est passé des institutions à l'Internet, donc au monde du business. Et là, on voit un déferlement d'argent public partout dans le monde, absolument sans précédent. Donc, pour vous donner une idée, la crise de 2008, les États-Unis l'ont réglée avec 700 milliards de dollars sur la table. Henry Paulson, à l'époque, nous avait dit « c'est un chiffre que vous ne reverrez jamais de votre vie ». Là, on en est entre 7 et 8 trillions de dollars, donc 7 à 8 000 milliards de dollars. C'est 10 fois plus. Cette crise coûte en argent public 10 fois ce qu'elle a coûté en 2008. Donc, on a le retour du politique et, Monsieur le Premier ministre, vous pourrez nous expliquer si c'est bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. La troisième grande différence, et qui, pour l'économie, est très mauvaise, c'est le retour de la stagflation. C'est-à-dire, c'est les années 70, les coûts augmentent partout, mais le consommateur n'a pas d'argent supplémentaire si on enlève les subsides de l'État, donc les prix à la consommation, eux, n'augmentent pas, et donc, quand vous avez une entreprise, vos marges se réduisent à un moment où vous êtes obligé d'investir dans tout un tas de nouvelles technologies. Donc je suis désolé parce que vous êtes de retour de vacances bronzé et que tout va bien. Je commence par des très mauvaises nouvelles, mais vous allez voir qu'on va s'en tirer. Alors là où la nouvelle est potentiellement mauvaise, c'est que dans ces 3 changements, la Chine se veut prescripteur. C'est-à-dire que les fermetures des frontières, on s'attend aujourd'hui à ce que la Chine reste fermée tout 2022. Je ne parle pas de 2021, 2022. Parce que la Chine n'a pas de vaccin qui marche sur les nouveaux variants. Et donc, elle est obligée de rester fermée. C'est sa seule manière de se protéger. Sur le retour de l'État, du politique, on voit depuis cet été une attaque frontale du gouvernement chinois sur le domaine de l'Internet. Donc, aux États-Unis, on n'a aucune réglementation. On a des GAFA qui dominent, qui deviennent des États dans l'État. En Chine, c'est l'inverse. L'État chinois a décidé de reprendre le contrôle de l'Internet. Et la bourse chinoise s'écroule et il n'y a plus moyen de financer ces sociétés s'il n'y a pas un retour en arrière. Et puis, le troisième élément, la stagflation, c'est là qu'on le voit le plus en Chine. On a des coûts qui augmentent. Alors, on pensait que ce serait temporaire. Et en fait, on se dit que ça risque d'être de plus en plus structurel parce que les chaînes, donc les supply chains, les chaînes d'approvisionnement, sont en fait globales et que ce retour des frontières fait que, vous le voyez dans les semi-conducteurs, vous le voyez dans l'automobile, ça va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Donc là, j'en finis avec les mauvaises nouvelles parce que la vraie question, c'est que faire ? Que faire ? Et donc, je pense qu'en fait, contrairement à ce qu'on... Donc la Chine est en train de se refermer. Et donc, c'est de manière paradoxale, toujours un paradoxe, la Chine, c'est le moment où il faut le plus parler aux Chinois. À mon sens, c'est mettre les problèmes sur la table et dire on a 3 problèmes. Donc les frontières, vous voyez ce petit bracelet vert qu'on m'a donné,
S'il y avait des frontières, je ne l'aurais pas. Parce qu'il n'y aurait pas de BioNTech et il n'y aurait pas de Moderna. Parce que des Turcs n'auraient pas pu aller en Allemagne et ensuite aller aux États-Unis demander la commercialisation de leurs produits. Et Stéphane Bancel, PDG de Biomérieux, ex-PDG de Biomérieux, n'aurait pas pu aller à Boston trouver les financements. Donc, nous devons dire aux Chinois, cette crise du Covid, vous avez gagné 2020 parce que c'était testé et tracé, ce qui est de la discipline et un processus. Vous perdez 2021 parce que 2021, c'est de la haute technologie que vous n'avez pas. Vous n'avez pas le vaccin, l'Occident là. Donc, le coût de la non-coopération, il y a un coût de la coopération, parce que vous êtes obligé de partager, mais ce coût de la coopération, il est très inférieur au prix de la non-coopération, parce que le coût de la non-coopération, c'est qu'aujourd'hui, votre double circulation, que Jean-Paul Bedbez a évoqué, c'est un double embouteillage. La reprise chinoise est très inférieure à ce à quoi on s'attendait. Sur le second domaine, qui est le retour du politique, entre un schéma américain où les GAFA font ce qu'elles veulent, donc Apple dit au FBI « je ne vous donne pas les données d'un meurtrier », l'autre excès chinois qui consiste à dire « j'empêche le financement de l'Internet », c'est pas comme ça que vous allez pouvoir développer une activité de service et échapper au piège de ce qu'on appelle le revenu moyen quand vous avez 10 000 $ de PNB par tête et que vous devez développer une activité de service. Et puis le troisième élément, c'est la stagflation, donc l'augmentation des coûts. Et là, il faut qu'on rouvre nos livres des années 70. Comment on est sorti des années 70 ? Bill Gates a inventé l'ordinateur. C'est la technologie et la productivité. Et là, on voit bien que ça va être l'intelligence artificielle dont on va avoir besoin, y compris dans le domaine environnemental. Parce que là, pour l'instant, le domaine environnemental, on nous le présente comme quelque chose de très positif en disant on va sauver la planète, mais la réalité, c'est que c'est un coût supplémentaire énorme pour lequel nous n'avons pas la solution. Et pour mettre un peu les choses en perspective en Chine, vous savez, nous, Européens, on dit on a un objectif neutralité carbone 2050. Les Chinois, c'est 2060. Donc, a priori, on est tout bon. On a 10 ans d'avance sur les Chinois. La réalité, c'est qu'il faut comparer cet objectif au pic d'émissions. Le pic d'émissions en Europe est 1990. Donc, on se donne 60 ans pour résoudre le problème. En Chine, compte tenu des programmes embarqués, ce pic d'émissions est en 2030. Donc la Chine doit résoudre en 30 ans, 2030-2060, ce que nous allons résoudre en 60 ans. Donc il faut que la Chine travaille 2 fois plus vite. Mais en plus, son PNB va continuer de croître, alors que le nôtre va sans doute être à peu près plat. Donc si vous faites ça sur 30 ans, c'est un PNB qui fait entre x3 et x5. Donc la Chine doit travailler entre 5 et 10 fois plus rapidement que nous sur le problème environnemental. Sans une technologie qui n'existe pas aujourd'hui et qui dépend très largement de logiciels. Et la Chine n'a pas de logiciel, contrairement à ce qu'on croit. La Chine dépense 0,1% de son PNB dans les logiciels. Les États-Unis, c'est 1%, donc les États-Unis dépensent plus de 10 fois plus que la Chine. La Chine ne va pas y arriver. Et donc c'est pour ça que la conclusion, c'est qu'il faut absolument maintenir le dialogue, mais il faut aussi qu'on change de ton. Parce qu'autrement, ça va être les années 30. Et il se trouve que nous, Européens, on connaît le prix des années 30. Mais que les États-Unis, et alors les États-Unis connaissent un peu, mais les Chinois l'ont oublié. Et donc il faut dire à la Chine, ça fait 20 ans qu'on vous sous-estime, parce que nous sous-estimons toujours la Chine qui s'ouvre. Et par contre, si vous vous fermez, la dernière fois que vous êtes fermé, on vous a surestimé. Parce que c'était Mao. Et vous vous souvenez que quand Simon Less voulait publier son livre chez Gallimard et Robert Laffont, les habits neufs du président Mao, nos meilleurs éditeurs le rejetaient en disant vous racontez n'importe quoi sur la Chine. Donc nous n'allons pas commettre la même erreur. Si la Chine se referme, nous n'allons pas la surestimer. Donc voilà ce que je voulais dire en propos préliminaires. C'est un point très important parce qu'au fond, la Chine est sortie de la révolution culturelle avec Deng Xiaoping, avec une logique justement d'ouverture. Et ils ont bien conscience que l'ouverture est un des éléments de leur force. Mais aujourd'hui, naturellement, pour se protéger, et puis c'est aussi quelquefois un peu dans le tempérament, ils ont le sentiment qu'ils peuvent exister dans le monde un peu
tout seuls, qui sont suffisamment puissants et donc qui peuvent être tentés de se dire on va se débrouiller tout seul. Mais naturellement, se débrouiller tout seul, c'est à la fois nous fragiliser, mais c'est se fragiliser eux-mêmes. D'où la nécessité de pouvoir parler autrement que par simplement des situations, disons, des vocabulaires non diplomatiques. Mais nous allons revenir sur ces questions. J'interroge maintenant Richard Biel sur notamment l'Afrique, mais il peut réagir naturellement, évidemment, sur ce qu'on vient d'entendre sur les autres sujets. Mais sur ce que nous dit Jean-Paul Bedbez, au fond, que c'est un équilibre Europe-Afrique qu'il faut essayer de construire pour équilibrer le monde. C'est-à-dire que la question africaine est une question majeure, et le troisième pôle, s'il doit y avoir un troisième pôle pour faire l'équilibre, vous l'avez vu dans le grand cercle, c'est une alliance Europe-Afrique. Est-ce possible aujourd'hui ? On voit la présence de la Chine en Afrique. Est-ce qu'une coopération avec la Chine est souhaitable, y compris d'ailleurs pour les entreprises françaises qui doivent se demander s'il y a un intérêt à aider les Chinois à être présents en Afrique alors que nous avons une certaine forme de présence. Donc, comment voyez-vous cet équilibre du monde avec une Afrique qu'il faut aider dans son développement, mais qui doit rester un développement africain pour l'Afrique ? Merci pour cette question compliquée. Pour réagir peut-être à ce qui a été dit sur la vision tripolaire, personnellement, je pense que l'Europe est au milieu du chemin, en train de construire un ensemble économique qui pourra, on l'espère, se comparer à la Chine et aux États-Unis, avec un marché unique, avec une monnaie unique, avec une gouvernance qui s'organise. Personnellement, je pense que d'agréger l'Afrique à cet ensemble européen en construction, c'est à la fois dangereux pour l'Europe d'une certaine manière pour sa construction. Et du point de vue de l'Afrique, je pense que c'est également un risque parce que l'Afrique a besoin de tout le monde en fait. L'Afrique a besoin de la Chine, l'Afrique a besoin de l'Europe et l'Afrique a besoin de l'Afrique. Je pense que la première étape qui doit être une priorité pour l'Afrique, c'est de construire son marché intérieur. Le marché intérieur africain n'existe pas ou quasiment pas. 2% des échanges commerciaux sont entre les pays africains. Donc ça en dit long. Donc l'Afrique, en fait, c'est principalement exporter en dehors de l'Afrique et importer des biens finis. Donc c'est un modèle, je dirais, c'est un business model qui a trouvé ses limites, qui bien sûr, fonctionne, mais ne fonctionne pas de manière à l'échelle des problèmes de l'Afrique démographique. On connaît tous. Hein, en gros, si on veut caricaturer, l'Afrique, c'est la population de la Chine et le PIB de la France. Et c'est 54 pays. Donc on voit en disant ça toute l'étendue du défi, du challenge à relever pour faire que l'Afrique rattrape son retard. C'est compliqué. Encore une fois, je ne crois pas l'Afrique puisse parier uniquement sur un partenariat avec l'Europe. Je pense que l'Europe doit jouer son rôle, doit faire le plus possible pour aider l'Afrique, parce que l'Europe a peur de l'Afrique, a peur des flux migratoires. Quand l'Europe parle de l'Afrique, souvent c'est en termes de risque. Quand les Chinois parlent de l'Afrique, c'est en termes d'opportunités pour sécuriser des ressources. Chacun a son agenda avec l'Afrique, et l'Afrique a besoin de tout le monde, parce que l'Afrique a besoin de financement pour se construire. L'Afrique n'a pas suffisamment de capacité financière, n'a pas de monnaie unique, n'a pas de capacité à créer de la monnaie, n'a pas d'argent gratuit, donc tous les prêts qui sont faits à l'Afrique doivent être remboursés. En France ou ailleurs, on se pose la question de savoir si on remboursera la dette. En Afrique, la question ne se pose pas. L'argent coûte cher, c'est une forme d'injustice, et en plus, il faut rembourser, c'est une certitude. Donc c'est sur des limites, quasiment c'est une forme d'injustice mondiale, parce que c'est la zone qui en aurait le plus besoin, qui en a le plus besoin, qui a le plus de retard, et qui en même temps n'a pas les mêmes outils que les autres grandes zones du monde. Les autres grandes zones du monde ont dépassé les 100%, la plupart des pays, des 100% de dette du PIB. Le Japon est même bien au-delà, les États-Unis aussi. La Chine, l'Afrique est bien en dessous, a multiplié par 2 sa dette, de 30% du PIB, je crois, aux alentours de 60%. Et à 60%, on dit que c'est déjà trop, alors que les autres sont au double. Mais la grande différence, c'est que ces 60%, il faut les financer. Et le coût moyen de financement, quand des emprunts obligataires sont émis en Afrique, le coût, c'est aux alentours de 6%, 5-6%. Donc, ce n'est pas de l'argent gratuit, ce n'est pas de l'argent à taux négatif. La France, aujourd'hui, emprunte, je crois, à taux négatif. L'Afrique doit payer très cher. Donc, les défis sont immenses.
Ils sont pas nouveaux. L'histoire de l'Afrique, finalement, n'est pas si ancienne. Si on retourne un peu en arrière, finalement, il y a eu des indépendances dans les années 60, les années 70. Donc là, on peut dire qu'il y a une histoire qui a commencé il y a 50 ans dans la plupart des pays, qui se construit. On a besoin de temps pour construire. Ce qui est rassurant, je trouve, en Afrique, c'est qu'il y a des success stories. Quand on regarde l'Afrique, il y a des pays qui s'en sortent bien, ceux qui n'ont pas de ressources, précisément. Le Kenya, à l'est de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, à l'ouest de l'Afrique, sont des pays qui n'ont pas, je dirais, de pétrole, qui n'ont pas de gaz, qui n'ont pas de minerais, mais qui, finalement, n'ont pas eu la malédiction de ceux qui avaient toutes ces ressources et qui aujourd'hui sont dans une situation plus difficile. Donc il y a un peu deux Afriques, si on parle il y a plusieurs Afriques, on va dire l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, et puis dans l'Afrique subsaharienne, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont des ressources et qui exportent et qui finalement ont parié uniquement là-dessus et qui aujourd'hui sont un peu au tapis, Angola, Nigeria, etc. Et puis d'autres pays, comme ceux que je viens de citer, comme le Kenya, comme la Côte d'Ivoire, on peut citer le Maroc, qui ont réussi à engager un cercle vertueux d'une croissance qui est durablement, sur une période assez longue, supérieure à la croissance démographique. Et je pense que c'est comme ça que l'Afrique va se construire, c'est qu'en donnant l'exemple de quelques success stories, je crois personnellement très fort que la Côte d'Ivoire va être une de ces success stories, le Kenya aussi, le Maroc aussi, par capillarité, les autres pays verront qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec, qu'on peut réussir, qu'il faut compter sur l'extraordinaire jeunesse africaine qui peut être vue comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Je pense que les jeunes Africains ont envie de prendre leur destin en main. Ils ont envie de construire leur business model africain qui ne soit pas simplement une duplication de ce qui existe dans les autres pays. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs. On voit beaucoup de start-up en Afrique. On voit beaucoup d'initiatives. On voit des fois des disruptions dans des business models qui sont assez étonnantes. Il n'y a pas d'infrastructure en Afrique. On a souvent parlé du téléphone mobile. Il n'y avait pas de téléphone fixe. On est passé tout de suite aux dernières générations. Donc il y a énormément de téléphones mobiles en Afrique. On voit le paiement. Il n'y avait pas de compte bancaire. Le mobile money a permis d'aller tout de suite à l'étape du paiement digital. On voit en ce moment avec les panneaux solaires que finalement c'est une solution pour apporter l'électricité plus simple et plus rapide que de construire des réseaux. Donc les nouvelles technologies peuvent profiter à l'Afrique, peuvent lui permettre peut-être plus rapidement de rattraper son retard, qui reste très important, mais on n'a pas d'autre choix au niveau mondial que d'intégrer l'Afrique dans nos raisonnements, parce que, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Paul Bedbez, la population, je crois que plus de 30% de la population en 2050, plus de 30% des jeunes sont des Africains, plus de 25% de la population mondiale sera des Africains. Donc on doit prendre en compte, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas imaginer facilement que l'Afrique puisse être réduite à simplement un troisième pôle agrégé avec l'Europe. C'est plus que ça l'Afrique, ça doit être plus que ça l'Afrique. Idéalement, il faut rêver d'une coopération entre l'Europe, la Chine et l'Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique aujourd'hui. Les investissements chinois profitent à l'Afrique. Une partie de la dette importante, on ne sait pas exactement le montant, est dans les mains des Chinois. Et donc, voilà, ce que je peux dire en tant que témoignage d'entreprise. Juste un mot sur CFO pour terminer. On est dans 38 pays, 39 maintenant, parce qu'on est en train d'ouvrir au Mozambique, 39 pays d'Afrique sur 54. On a 22 000 personnes qui travaillent pour le groupe en Afrique. On est depuis 170 ans en Afrique. Ça fera 170 ans. Vous ne les faites pas. On a quelques cheveux blancs. Donc on croit à l'Afrique. Je dirais, nous, on n'a pas d'autre choix que de croire à l'Afrique. C'est 95% de notre activité. C'est un continent fascinant parce que les gens, je dirais, contrairement à d'autres pays du monde où on pense que nos enfants n'auront peut-être pas le même pouvoir d'achat que nous, peut-être même une vie peut-être pas aussi bonne que la nôtre, en Afrique, beaucoup d'Africains sont convaincus que leurs enfants auront un meilleur avenir qu'eux-mêmes. Et ça, c'est le fondement, je dirais, de l'optimisme qu'on peut avoir avec l'Afrique. C'est-à-dire quand on est convaincu que ses propres enfants auront mieux que ce qu'on a eu, ça crée de l'optimisme, ça crée du dynamisme, ça crée un espoir important pour l'Afrique. Merci beaucoup. Dans ce que vous dites et par rapport à ce que disait David Bedbez, on voit quand vous nous disiez qu'il faut changer de ton. Là, si je comprends bien votre recommandation, c'est d'essayer de travailler à une approche un peu multilatérale de l'aide à l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas le domaine réservé de l'Europe, ni de la France. L'Afrique a besoin de tout le monde, vous nous dites. Ça veut dire d'abord qu'il faut pouvoir associer les autres, les États-Unis et la Chine. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire en permanence le procès
de la Chine en Afrique. Comment est-ce qu'il faudra gérer ça? Parce qu'il est clair qu'on entend aujourd'hui que, grosso modo, la Chine pille l'Afrique. En résumé. Et donc, on sait bien que les entreprises françaises ne sont pas tout à fait d'accord et elles ont, d'une certaine manière, évolué depuis une dizaine d'années en disant qu'il faut coopérer aujourd'hui avec la Chine. Mais cette idée qu'il faut coopérer, c'est-à-dire d'avoir une approche multilatérale ou plurinationale d'aide à l'Afrique, c'est une approche qui est quelque part un peu nouvelle et qui imposerait une action internationale pour avoir un soutien à l'Afrique qui ne soit pas le soutien d'un continent, mais qui soit le soutien de tous. Oui, tout à fait. Je rajouterais le Japon aussi, parce qu'il se trouve que CFAO est détenu à 100% par un groupe japonais, Toyota. Oui. Donc, je participe personnellement à la plupart des sommets qui ont lieu qui s'appellent le TICAD, entre le Japon et l'Afrique. Le Japon mise beaucoup sur l'Afrique aussi, pousse ses entreprises à aller en Afrique. Donc il faut effectivement créer une coopération plutôt que de s'affronter sur le terrain africain. L'Afrique a besoin de tout le monde. Il faut coopérer entre la Chine, l'Europe, le Japon. Les États-Unis, l'agenda est des fois moins clair par rapport à l'Afrique. Mais au minimum, entre l'Europe, la Chine et le Japon, je pense qu'il y a énormément de coopération possible sur des grands projets. Les besoins sont nombreux. C'est vrai qu'il y a des fois un peu de frustration, notamment des Européens, en particulier des Français, parce que la Chine sont plus rapides à prendre des décisions sur le financement des grands projets d'infrastructure, par exemple, parce que leur feuille de route est plus claire, ils savent exactement dans quel pays ils veulent aller, ils savent pourquoi ils veulent le faire, ils savent très rapidement prendre position sur les grands projets. Ils sont peut-être devenus avec moins de contraintes, on va dire, par rapport à des contraintes que doivent gérer maintenant les Américains et les Européens. Mais il faut que cette coopération Chine-Europe soit positive et non pas dans la concurrence. Encore une fois, c'est dans l'intérêt de la Chine, c'est dans l'intérêt de l'Europe, c'est dans l'intérêt du Japon et c'est surtout dans l'intérêt de l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, chère Madame Akiko Tsuwa Eisenman, on voudrait vous interroger, vous qui avez travaillé sur ces sujets, sur un peu l'idée aujourd'hui dans ce monde de tension de la souveraineté et liée à l'interdépendance des nations qui sont à la fois clients, fournisseurs, concurrents. L'Europe dit même qu'elle est concurrent systémique vis-à-vis de la Chine, donc, et aussi quelquefois donc, des États-Unis. Donc on est dans cette situation où on peut quelquefois dans le discours ambiant opposer un peu souveraineté et coopération, mais en fait, on voit bien qu'il y a cette forme d'interdépendance à gérer pour essayer de trouver les nouveaux équilibres de demain. Alors, quelle est votre réflexion, vous qui êtes experte, notamment sur des questions qui sont très importantes pour la France, qui sont liées à l'agriculture, puisque vous êtes ensuite chercheur à l'INRA. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais parler d'interdépendance et responsabilité. Mettez votre micro un peu plus près. Donc je m'exprime un peu paradoxalement, mais c'est aussi un exemple de mondialisation, je trouve. On m'a demandé de parler de la France et de l'Union européenne, alors que je suis japonaise. Mais bon, c'est ainsi. Et donc dans mon propos, je voudrais donc mettre en avant ces deux concepts d'interdépendance et de responsabilité, parce que je pense que l'Union européenne et la France en particulier a une carte à jouer. Donc, je sais qu'on parle de repli et de vertige, mais je voudrais quand même mettre une note d'espoir. Les économistes sont peut-être trop optimistes, vous me direz. Donc, l'interdépendance, c'est le fait d'être donc dépendant, nous, en France, de ce qui se passe dans plein d'endroits dans le monde. Et nous l'avons bien vu cet été, un été que nous espérions au début un peu plus paisible. Il y a eu la reprise de la pandémie avec ce nouveau variant, les épisodes d'incendies d'une part et de pluies torrentielles d'autre part dans des pays très proches de nous et cette sortie dramatique des Occidentaux d'Afghanistan. Donc tout cela nous concerne, donc ce sont des risques et l'interdépendance, la mondialisation dont on parle beaucoup, elle est là, elle nous impacte. Donc je voudrais parler de ces risques et de ces conséquences économiques. Je ne suis que économiste. Donc la pandémie a montré l'interdépendance de nos sociétés
Il y a plusieurs types d'indépendance, donc une indépendance sanitaire. La situation sanitaire en France est donc tributaire de l'apparition de variants dans des pays plus ou moins proches. Et une interdépendance économique, puisque nous avons souffert, rappelez-vous, de la pénurie des masques au départ, des respirateurs, de vaccins et maintenant d'intrants pour les vaccins. Et cette prise en compte, cette conscience de l'interdépendance s'est traduite dans une tentation de repli sanitaire, donc cette fermeture de frontières dont parlait M. Bavray, repli des esprits avec quand même un sentiment anti-asiatique, sans doute moindre en France qu'aux États-Unis, mais quand même, et un repli économique, puisqu'on a parlé de montée des protectionnismes, de relocalisation des activités clés, et puis un certain Far West des sanctions à tout va, des États-Unis contre la Chine, de la Chine contre l'Australie. Donc ceci aussi est un risque. Enfin, être dans le Far West dans le monde, c'est pas très sain. Donc, en ce qui concerne le repli économique, je voudrais dire quelques mots sur la relocalisation. Donc cette idée de relocaliser plus près de nous la fabrication de produits qui nous ont manqué et dont nous avons vu l'importance. Donc, par exemple, les masques, les ventilateurs, maintenant c'est les semi-conducteurs. Est-ce que c'est une bonne idée et jusqu'où peut-on aller dans la relocalisation? Donc, à ce sujet, je voudrais faire 3 remarques. Premièrement, qu'est-ce que c'est un produit clé? En fait, ils sont très peu nombreux quand on y réfléchit bien. Parce qu'un produit clé, un produit particulièrement vulnérable, c'est un produit dont l'approvisionnement viendrait de fournisseurs situés hors de l'Union européenne et qui serait concentré sur un faible nombre de pays fournisseurs et éventuellement aussi sur un faible nombre d'importateurs. Ça, ce serait un produit vulnérable. Donc il y a des économistes dans une note du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui ont essayé de calculer ça. Il s'agit de 644 produits, ça paraît beaucoup. C'est 4% de la valeur totale des importations de la France. Il y a des minerais comme le tungstène, il y a des produits de chimie inorganique comme l'iode, des produits de chimie organique, donc ça c'est les antibiotiques et les appareils aussi, les appareils médicaux comme les IRM, mais il y a aussi les parasols et les consoles de jeux. Donc, dépendance, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a nécessité d'avoir une stratégie. Les parasols et les consoles de jeux. Voilà. Donc, pour parler de vulnérabilité, il faut se focaliser sur les filières stratégiques. Donc, ces filières stratégiques, on en a une idée avec le plan de relance français qui insiste sur certains secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire ou la santé et les télécommunications, et sur certains pays partenaires. Donc, suivant cette définition, on ne parlerait plus que d'une centaine de produits importés pour un tiers des États-Unis, pour 15% de la Chine. Ce n'est pas tant que ça. Deuxième point, relocalisation. Ça ne veut pas forcément dire relocalisation en France, parce que nous sommes dans le marché unique européen, un marché intérieur presque totalement intégré, en tout cas en principe. Donc une relocalisation dans l'Union européenne suffit. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura la spécialisation, l'avantage comparatif va jouer à l'intérieur de l'Union européenne. Et la France n'est pas forcément positionnée, la mieux positionnée pour récupérer toutes ces industries ou tous ces produits stratégiques à relocaliser. Et enfin, troisième caveat, relocalisation ne veut pas forcément dire création d'emplois dans l'industrie. Parce qu'une relocalisation dans des pays avec des coûts de main-d'œuvre élevés, ce qui est le cas de l'Union européenne, ça veut dire passage à la robotisation. Donc, ce n'est pas tellement des emplois dans l'industrie qui vont être créés, mais des emplois dans les services, dans les logiciels, dans la conception des machines, dans les brevets, et dans la réparation et maintenance de ces machines. Donc tout ça, c'est des services. Donc il faut y penser quand on pense à la formation. Donc, repli économique,
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de chaîne de valeur internationale? Je ne crois pas. C'est plutôt une redéfinition des chaînes de valeur, une diversification des sources d'intrants et aussi une prise en compte de l'aspect stratégique d'une partie des importations et des investissements directs étrangers dans quelques secteurs. Cette idée de stratégie dans le commerce international, c'est une idée quand même assez neuve en Europe. L'Union européenne a beaucoup péché en se disant, en croyant naïvement que la concurrence, le marché allait tout faire et l'Union européenne s'est construite, l'Union européenne économique s'est construite sur ces principes de libre concurrence. Et maintenant, l'Union européenne a quand même pris, je trouve, ce tournant stratégique et elle l'a pris de manière organisée en posant des règles qui vont servir de base à une politique industrielle plus ambitieuse et sans doute plus pragmatique. Établir des règles, ça paraît très lent, on se dit ça donne beaucoup d'emplois aux bureaucrates de Bruxelles, mais établir des règles, ça veut dire aussi avoir un cadre stable, un cadre certain pour que les entreprises puissent fonctionner. Ça veut dire ne pas avoir ce Far West de mesures unilatérales qui tombent du ciel ou des sanctions. Et donc il me semble que c'est une réponse responsable à l'interdépendance. Le deuxième risque que nous avons vécu cet été, c'est le réchauffement climatique. Donc le rapport du GIEC qui vient de sortir confirme, s'il en était besoin de nouveau, que le réchauffement climatique est bien dû à l'activité humaine. Et cette fois, elle l'établit non seulement à partir de simulations, mais malheureusement aussi à partir d'observations. Donc le réchauffement climatique est désormais bien à l'œuvre. Et ce réchauffement climatique appelle des réponses ambitieuses. C'est maintenant ou jamais. Et paradoxalement, et c'est là où ça se rejoint avec la pandémie a permis de mobiliser des ressources en débloquant des obstacles que l'on croyait insurmontables. L'Union européenne a suspendu temporairement les critères chiffrés de Maastricht pour les déficits budgétaires et surtout, elle s'est engagée dans la voie d'une dette commune qui financera la neutralité carbone à l'horizon 2050. La neutralité carbone, ça veut dire compenser les émissions de gaz à effet de serre en arrivant à séquestrer autant de carbone que l'on en a émis dans les forêts et dans les terres. Donc ça, c'est le plan Fit for 55 dont parlait Jean-Paul Bedbez tout à l'heure. Et ce Green Deal européen renforce à deux fonctions, interne et externe. Il va renforcer les exigences environnementales à l'intérieur de l'Union européenne et il va introduire un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Parce que ce dont on n'a pas envie, c'est que les entreprises européennes délocalisent pour aller polluer ailleurs plus facilement. Donc on veut que les activités industrielles restent en Europe et restent propres. Et donc là, on voit ce qui est aussi, il me semble, important, une sorte de convergence des luttes. Une mondialisation responsable avec des règles et une mobilisation pour le climat en utilisant l'instrument de politique commerciale. Et cette mobilisation, comme vous le savez, elle se décline aussi sur le plan national parce que la France a fait le choix de faire un plan de relance axé sur l'investissement et sur un investissement préparant l'offre à la transition écologique, notamment en insistant sur le transport, qui est à l'origine du tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc beaucoup plus que l'industrie ou l'agriculture. Donc là aussi, il me semble que la France et l'Union européenne essaient de raison garder et d'apporter des réponses raisonnables et responsables à une crise mondiale. Alors, si j'ose me permettre, je voudrais faire un tout petit point, et là je sors peut-être légèrement, complètement d'ailleurs de ma sphère de compétences, qui est sur la politique vis-à-vis des pays en développement à travers
ce qui se passe en Afghanistan. Mais là, je vais l'aborder vraiment, et je m'excuse auprès des ambassadeurs et des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en diplomatie et en conflit, par le petit bout de la lorgnette de l'aide au développement. Depuis 2002, l'aide au développement a été envoyée en Afghanistan, donc dans un État fragile, sortant de 20 ans de guerre, gagné par l'opium, sans fonctionnaires qualifiés, sans recettes fiscales. Donc tout un État à reconstruire. Rapprochez votre micro, s'il Oui. vous plaît, parce qu'on vous entende bien. Et cette aide, l'aide militaire, enfin l'aide en Afghanistan, hors militaire, représentait plus de 40% du revenu national brut de l'Afghanistan jusqu'en 2010, encore 22% en 2015, et soit 10% plus du double des recettes fiscales. Donc l'aide a vraiment tenu l'Afghanistan au bout de bras. Mais simplement cette aide, et là je cite un rapport prémonitoire anglais de la LSI et d'Oxford de 2018, cette aide a quand même été sans doute insuffisante parce que en montant par tête, l'Afghanistan a reçu 5 fois moins que la Bosnie et 10 fois moins que le Timor oriental, qui eux aussi sortait de guerre. Deuxième point, l'aide a privilégié le court terme. Ce qu'on espérait faire, c'était reconstruire un État, et c'est très difficile de reconstruire un État. Et donc, les donneurs se sont dit, on va être efficace, on va créer un circuit parallèle de distribution de l'aide. On ne va pas le donner au ministère, ils sont corrompus, ils sont inefficaces. On va passer par les ONG, par des agences privées publiques. Et on ne va pas essayer de former les fonctionnaires. Et pourtant, il y en a grand besoin. Je crois que sur les 5000 fonctionnaires du ministère de la Justice, il y en a 50 qui ont une licence. On ne va pas former les fonctionnaires du ministère de la Justice, mais on va leur mettre des experts. Donc, on a créé beaucoup de postes d'experts et des postes transitoires. Et donc, pour ça, je n'ai pas de solution, bien sûr. Personne n'a de solution, mais reconstruire un État, cela prend du temps. Et donc, au moins, l'aide au développement devrait pouvoir, et la politique de développement devrait pouvoir intégrer ce temps long. Voilà, voici mes quelques remarques. Merci. Merci. Ce dernier point est particulièrement important, puisqu'au fond, et vous le dites, à la fois mondialement, l'aide au développement est toujours extrêmement, pour des raisons budgétaires partout dans tous les pays, restreinte. Et en plus de cela, en effet, elle est plutôt dévorée par le court terme plutôt que par des logiques de long terme, comme celle qui consiste à créer un État. Je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué, sur les délocalisations et sur un peu l'évolution en France, puisqu'on nous dit l'industrie est partie. Alors c'est vrai qu'une grande partie de l'industrie est partie, mais au fond, mais c'est un avis tout à fait personnel, ce que je note quand même, c'est que depuis des années et des années, d'élection en élection, les Français ont souvent donné la priorité au temps sur l'argent. Ils ont voulu la retraite à 60 ans, ils ont voulu les 35 heures, ils ont voulu un certain nombre de décisions, un modèle social qui donne beaucoup de place au temps libéré. Et c'est probablement que s'ils pouvaient avoir plus d'argent, ils voudraient avoir plus d'argent. Mais quand il y a eu des choix politiques, il y a eu des choix qui ont été faits avec cette idée de qualité de vie, avec cette idée, au fond, que le temps était une sorte de valeur principale. Résultat des courses, notre économie s'est transformée, puisque pour financer un modèle social de cette nature, il faut des marges très puissantes. Et qu'au fond, quand on avait des marges, quand on fait des pneus à 3 ou 4%, on a du mal à financer un statut social de cette nature. Et il ne faut pas s'étonner que notre modèle économique a produit des entreprises qui ont des marges très fortes. Et si aujourd'hui, nos grands internationaux s'appellent LVMH, Hermès et un grand nombre de L'Oréal qui a des performances extérieures, ce sont tous des entreprises qui ont des niveaux de marge qui permettent du financement d'un système social tel que le nôtre. Et donc, je voudrais voir un peu dans cette affaire de délocalisation, relocalisation, puisqu'au fond, on voit bien qu'on a besoin dans notre souveraineté de ne pas être en situation de manque et finalement de dépendance, comme le disait Okiko tout à l'heure. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de liberté. Mais on a aussi besoin de coopération, et donc de coopération avec pays fiables.
Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, chère madame, sur ce qu'étaient les dépendances et interdépendances, il y a aussi un point, c'est quand le partenaire a un énorme marché. Et on l'a vu à un moment sur les masques, où le partenaire chinois a dit « Ah, j'ai moi besoin de ma production ». Mais si on trouvait des partenaires qui ont des marchés plus étroits, par exemple, tout à fait d'exemple, par exemple le Maghreb, avec lequel on pourrait avoir des accords de coproduction avec des formes de stabilité et de fiabilité. Et si on a la Tunisie qui nous produit un certain nombre de masques, par exemple, le marché tunisien n'absorbera pas les besoins que pourrait avoir un pays comme la France, contrairement au marché chinois. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des formes de relations internationales fiables. Et donc, d'avoir des accords. On a vu qu'avec, par exemple, la Chine, il y a un partenariat global stratégique. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le ton des relations soit dans la confiance et la fiabilité. Donc, comment voyez-vous cette relation, notamment avec les pays d'Asie, dans cet ensemble asiatique qui a choisi, quand les États-Unis se sont retirés, de se rassembler sans les États-Unis dans ce grand marché de libre-échange qu'ils ont créé, y compris avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tous ces pays, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec la Chine et les autres, ils se sont fixés le plus grand marché du monde. Est-ce qu'avec ce plus grand marché du monde, on peut trouver des relations de fiabilité, David Babrez? Beaucoup de questions à la fois. Je vais peut-être commencer par les relocalisations. Moi, je vis à Hong Kong. On oublie, et je viens de passer 3 mois en France, on oublie à quel point, en France, on a une vie fantastique. À Hong Kong, un habitant sur 2 vit au-dessus du 16e étage. Hein, donc, le vrai message de cette crise du Covid, pour moi, elle n'est pas sanitaire, parce que le génie humain a trouvé un vaccin en 6 mois au lieu de 4-5 ans. Non, elle est que nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés occidentaux, américains et européens, à une planète de 7 à 8 milliards. Notre style de vie de 700 millions de privilégiés occidentaux n'est pas extrapolable à 7 à 8 milliards, parce qu'autrement, le monde pète. On a eu le message en 2008 financier, on l'a ignoré en mettant de la dette, mais là, c'est sanitaire, tout le monde y passe. Donc on voit très bien que pour maintenir une croissance mondiale équilibrée de 7 à 8 milliards, il faut qu'on vive de manière différente. Et il n'y a qu'une solution qui est la digitalisation, qui permet de partager, c'est l'économie du partage, de partager les ressources de manière beaucoup plus efficace. Vous avez une voiture dans laquelle vous êtes tout seul ou toute seule. À l'avenir, Blablacar, on sera 5 dans la voiture. C'est comme ça que Paris-Lyon, ça vous coûte 200 € en TGV et avec Blablacar, ça vous coûte 20 €. Vous divisez par 10 une structure de coût pour avoir le même service. Et donc, quelle est l'implication sur la gouvernance mondiale? Vous avez rappelé qu'en 2008, on est passé du G7 au G20 grâce au président Sarkozy. Donc, on a élargi le monde. Là, le G20 est passé au G2 et le G2 est passé au G0. Et alors, il faut toujours écouter les anciens premiers ministres. C'est l'ancien Premier ministre d'Australie, Kevin Rudd, qui a proposé un G-2. Il a dit, en fait, puisque les États-Unis, on n'est pas en guerre froide, mais on est en paix froide, hein, ce n'est pas la guerre, parce qu'il y a 500 milliards d'échanges commerciaux, donc ils ne vont pas se faire la guerre, mais c'est la paix froide, parce qu'ils sont obligés de vivre en paix, mais ils ne s'entendent pas. Kevin Rudd dit, finalement, si on les exclut, le reste de la planète a beaucoup d'intérêts en commun. Donc vous pourriez, Monsieur le Premier ministre, vous pourriez fédérer... En fait, comme on revient à la fermeture, on a besoin d'autorité morale, et il n'y a rien de mieux à mon sens que d'anciens Premiers ministres, du G-2, et vous feriez un appel avec d'anciens confrères un peu partout dans le monde avant la COP26, en disant, on sait très bien qu'Américains et Chinois, vous n'allez pas vous entendre sur les moyens environnementaux, parce que vos enjeux sont complètement différents, vous partez de situations complètement différentes. Mais nous, le G-2, ancien Premier ministre, avec une autorité morale qui est planétaire, nous vous disons que là, vous êtes condamnés à vous entendre. Et donc c'est un peu ce que Rumsfeld, et je ne veux pas citer des exemples forcément à suivre, mais Roosevelt disait, c'est la mission qui crée la coalition. Et donc la manière pour moi, pour l'Europe, de coopérer avec toute cette Asie que vous mentionnez, et là on met l'Asie du Sud-Est en excluant la Chine, c'est pas en essayant de faire des alliances du type communauté européenne, parce que ça ne marche pas.
Mais c'est en fonction d'intérêts communs définis, de dire là, nous avons une communalité d'intérêts. Et s'il faut hausser le ton par rapport aux États-Unis et la Chine, tout seul, on n'a aucun poids. Mais si on est le G-2, avec une autorité morale, là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pour ça, nouveau monde, il faut qu'on réinvente une nouvelle gouvernance, parce qu'autrement, ça pue les années 30. Ce qui, naturellement, n'est pas une odeur souhaitable. Parlez-nous un peu donc du Japon, puisque vous êtes tous les deux liés au Japon. Et les relations, le Japon et l'Afrique. Est-ce qu'il est possible d'avoir un partenariat, une convergence entre Japon et Chine sur des stratégies de développement, par exemple avec l'Europe, pour l'Afrique? Est-ce que ce sont des choses qui sont faisables? Où en est, de votre point de vue, la relation entre le Japon et l'Afrique? Nous sentons considérablement, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, y compris quand Xi Jinping est venu à Paris la dernière fois, que le président Macron l'a reçu avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Et vraiment, ça l'a beaucoup marqué. Et on a vu par la suite qu'il avait été il était un peu réticent au départ, il a été très impressionné ensuite. Et au fond, dans le plus profond de leur trip, les Chinois envient notre relation avec l'Allemagne après ce qui s'est passé entre nous. Et que globalement, Japonais et Chinois n'ont pas réussi cette proximité que Français et Allemands ont malgré tout réussi. Où en est cette tension? Où en est cette vision? Et est-ce qu'on peut imaginer, pour revenir à la recherche d'un équilibre majeur, qu'il y ait un partenariat, par exemple, Europe, Chine, Japon sur l'Afrique? Richard, c'est à vous, et après Akiko. On pourrait rêver effectivement que ce partenariat se mette en place. Je pense que le dynamisme de la Chine en Afrique motive le Japon. Tout ce qui est, on voit que le Japon se compare à la Chine dans ses initiatives, donc veut faire plus en Afrique. Donc multiplie les initiatives. Il y a tous les 3 ans des sommets importants entre l'Afrique et le Japon qui ont lieu une fois au Japon, une fois en Afrique. Le prochain sera à Tunis l'année prochaine, avec des annonces de montants d'investissement qui sont les ordres de grandeur. C'est quand la Chine promet 60 milliards, le Japon promet 20 milliards. Bon, la réalité des projets, on a du mal à mesurer dans la réalité, mais il y a une vraie volonté. Le Premier ministre Shinzo Abe, l'ex-Premier ministre Shinzo Abe avait poussé très fort, pas avec un agenda politique très clair, mais surtout avec la volonté de pousser les entreprises vers l'Afrique en considérant que c'était un relais de croissance pour les entreprises japonaises. La population diminue au Japon, elle augmente très rapidement en Afrique, donc c'est perçu comme une grande opportunité de business supplémentaire pour les entreprises japonaises à long terme. Et les Japonais raisonnent à long terme, on le sait plus que nous. Ils ont de ce point de vue-là, je dirais, et moi je le vis très concrètement, et CFAO le vit en tant que filiale d'un groupe japonais, un gros avantage, c'est-à-dire que quand on investit en Afrique, il faut penser long terme. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de risques, et donc il faut accepter tout ça et penser qu'un projet, c'est pas quelque chose qui peut réussir en 3 ans, en 5 ans, c'est plutôt sur 10 ans. Donc les Japonais sont très actifs. Shinzo Abe a beaucoup poussé, pas réussi autant qu'il l'aurait aimé, mais il y a eu des concrétisations. Par exemple, le rachat de CFAO, c'était quand même le principal réseau de distribution en Afrique. C'était une acquisition qui s'est faite par le Japon. À l'époque, aucun groupe européen s'est positionné. Donc c'est quand même emblématique. Il y a une multiplication des projets dans les domaines des énergies renouvelables, du financement de projets par la JICA, notamment particulièrement sur le Kenya, sur l'Angola. Donc il y a une grosse volonté de pousser très très fort dans cette direction-là et peut-être d'être plus présent en Afrique francophone. Le Japon n'est pas encore très visible en Afrique francophone. Je pense que l'acquisition de CFAO, le partenariat avec CFAO est de ce point de vue-là un mouvement stratégique très, très puissant, très intéressant pour le Japon. Donc bien sûr, ce n'est pas aussi visible, aussi puissant que la Chine. Mais je pense que des coopérations sont possibles sur certains projets. J'imagine qu'entre des financeurs européens et japonais, c'est possible. D'ailleurs, le Japon le souhaite. Question qui avait été posée aux entrepreneurs japonais, c'était de dire pour rentrer en Afrique, sur qui vous pourriez vous appuyer. La réponse qui vient en premier, c'est la France.
Donc, vous voyez que le Japon intègre bien cette coopération pour rentrer en Afrique. Je ne vais pas me mettre en confrontation avec la Chine ou avec l'Europe, mais plutôt essayer de construire un partenariat. C'est peut-être plus simple pour le Japon avec l'Europe qu'avec la Chine, pour les raisons qu'on sait. Mais moi, je trouve qu'il y a des efforts énormes qui sont faits et je pense que dans les années qui viennent, on verra des concrétisations importantes sur beaucoup de projets. Merci beaucoup. C'est un point très très important qu'on évoque assez peu dans les différentes réunions sur ces sujets, qui est la place du Japon. Et avec cette utilité que l'Europe, mais l'affronteront pas, on a quand même notre contentieux historique qui revient toujours, et le fait de pouvoir avoir une approche multilatérale, plurinationale, qui pourrait associer et la Chine, mais qui est elle aussi suspect, mais avec le Japon, qui pourrait l'être peut-être moins. Donc d'avoir une approche plus internationale, c'est quelque chose aussi qui pourrait donner à la France un peu de liberté dans ces relations pour sortir un peu de cette passion de l'histoire qui pose quand même beaucoup de problèmes au quotidien, même si on a des très belles réussites. Mais comment vous sentez ça, vous nous disiez quand vous avez obligé à parler de l'Europe, alors je voudrais vous demander de parler du Japon. Oui, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle en France, donc je suis vraiment un être bizarre. Mais sur le Japon, effectivement, j'ai de ma lorgnette d'économiste ayant fait un peu de terrain et des visites d'entreprise dans certains pays africains, surtout en francophone. Effectivement, la JICA, donc l'organisme de coopération japonais, est très présente, et notamment dans des choses qui sont un peu négligées souvent à tort par beaucoup de coopérations, qui sont l'agriculture de subsistance, enfin l'agriculture pour manger, alimentaire pour les Africains, notamment le riz. Bon, vous me direz, le Japon, le riz, ça, on connaît, mais c'est pas l'huile de palme, c'est pas l'EVA, c'est pas les bananes douces que les Africains consomment pas tellement. Hein. Donc c'est vraiment des choses que les Africains consomment. Et donc c'est une autre approche, effectivement, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de rapprochements possibles avec la France, avec le CIRAD et l'Europe. Et ceci m'amène à quelque chose sur lequel je voudrais insister. Quand je vous parlais de cadre juridique, bon, c'est ce qui se passe aussi en politique commerciale en ce moment, c'est complètement fascinant. Vous avez parlé, Monsieur le Premier ministre, de l'accord régional asiatique. C'était un accord, bon, sans les États-Unis qui sont partis au dernier moment, mais c'était surtout un accord sans la Chine. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous ces accords régionaux, maintenant, ils ne sont plus du tout sur les droits de douane. Les droits de douane, ils sont à 4% en moyenne. Maintenant, ce qui se passe, c'est tous ces instruments gris. Les règles pour dire les prises, par exemple, toutes les prises électriques, voilà, les normes sur les prises électriques, sur les ampoules, sur l'eau minérale. Donc, de temps en temps, ça fait des choses abracadabrantes. De nouveau, l'Union européenne a mis 10 ans pour harmoniser les normes sur l'eau minérale. Mais après, maintenant, on a une norme. Et on sait, on est sûr que notre eau, quelle qu'elle soit, en Italie, en Grèce, elle sera de la même qualité. Donc, et toutes ces choses, de nouveau, ça stabilise les investissements des entrepreneurs. Et en ce moment, il y a une compétition mondiale pour les normes, donc soit pas de normes du tout, soit les normes de l'Union européenne, qui a vraiment ce qu'on appelle l'acquis communautaire, qui est non seulement l'Union européenne, mais aussi les pays de l'Est, mais aussi les pays d'Afrique francophone. Donc tous les pays avec lesquels l'Europe signe des accords commerciaux, l'Europe maintenant va mettre de plus en plus, demande le respect de l'acquis communautaire et va mettre de plus en plus ces normes, notamment des normes sociales et des normes environnementales. Donc à la fin, donc en Afrique par exemple, il y a ce très très beau projet d'accord continental africain qui vient de commencer. Les Africains ont commencé à réduire leurs droits de douane entre eux cette année. Mais ensuite, pour avoir un marché intégré, il va falloir qu'ils réfléchissent à comment ils font sur tous ces autres instruments de mesure non tarifaires et aussi les normes.
Et donc, quelles régulations, quelles normes vont-ils adopter? Est-ce que ça va être les normes de l'Union européenne, parce qu'une grande partie de ces pays exportent déjà en Europe? Est-ce que ça va être pas de normes du tout, ou les normes que les Chinois vont faire? Et donc, ceci, ça me semble aussi quelque chose d'extrêmement important à surveiller dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut conclure de nos échanges qu'au fond, la question qui a été posée initialement sur le repli, la menace de repli, au fond, à moyen terme, ce repli est assez peu probable. La Chine, Jacques Chirac me disait toujours, présuppose qu'ils sont toujours aussi intelligents que nous, et comme ils travaillent beaucoup plus et qu'ils sont beaucoup plus nombreux, on les a devant nous pour un certain temps. Donc, dans cette idée, ils ont bien compris quand même que la ressource où ils sont sortis de leur siècle, qui était le siècle d'humiliation entre la première guerre de l'opium et la création de la République en 1949, ce siècle d'humiliation, ils en sont sortis après la révolution culturelle par l'expansion, l'ouverture. Donc ils ont bien compris que globalement, leur performance, elle était liée à l'ouverture. Et puis, on voit que finalement, ce que vous avez dit sur l'interdépendance, ce que vous avez dit les uns les autres sur l'Afrique, on voit bien que le monde a quand même intérêt à cette coopération et que celui qui fermerait ses portes a quand même des difficultés, ou alors il faudrait qu'il les ferme dans certains cas et les ouvre dans d'autres, mais ça ne serait pas si facile que ça. Donc au total, le risque de repli, peut-être avec la pandémie et avec les quarantaines, il peut se faire pour quelque temps. Vous avez dit que la Chine serait fermée pour 2022. Bon, ce qui a d'ailleurs des conséquences beaucoup, y compris pour des entreprises de la région Poitou-Charentes, où les gens ne vont pas en Chine, ne se contactent pas. Et dans ce pays où le contact humain est assez rude, mais où il est nécessaire, le fait de ne plus avoir de contact est une question qui est difficile, puisqu'il y a en fait une sorte d'incompréhension qui monte. Et donc tout ça est très dangereux. Mais au fond, très rapidement, tous les trois, au fond, les risques de repli sont aujourd'hui, sur le moyen terme, peu probables. Vous êtes d'accord, David? Pas d'accord. Vous êtes beaucoup trop optimiste, comme tout Premier ministre. Non. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse. Et c'est pour ça que, par exemple, l'accord global sur les investissements de décembre 2020, on a négocié 7 ans avec les Chinois. On finit par obtenir toutes les concessions qu'on veut dans la seconde moitié 2020. Et au bout de 3 mois, le Parlement européen le déchire. Vous êtes un Chinois, vous dites, mais pourquoi je parle à ces gens-là? Et pourquoi on l'a déchiré? Parce que les États-Unis nous ont dit, il y a des Ouïghours qui sont maltraités, donc vous n'avez pas le droit d'investir, vous Européens, au nom des valeurs occidentales. Je vous rappelle qu'en dernier, les États-Unis ont déplacé 150 milliards de dollars en Chine. Ce n'est jamais arrivé. Donc quelles sont les valeurs occidentales qui font que les États-Unis ont le droit d'accélérer comme jamais leurs investissements en Chine, mais que nous, Européens, nous n'avons plus le droit d'investir? Donc il y a un risque, il ne faut pas sous-estimer le risque, il faut regarder les choses en face. Il y a un énorme risque, du monde qui tourne, et il faut qu'on agisse. Et si on agit, comme j'ai dit précédemment, on peut l'éviter. Et on doit l'éviter parce qu'on sait très bien que le coût de la non-coopération est très supérieur au coût de la coopération. Mais ne soyons pas trop optimistes et agissons. Comme tous les investisseurs, vous êtes prudents. Oui, Richard. Moi, sur l'Afrique, ma réponse est claire. L'Afrique s'est ouverte au monde avant de construire son marché. Donc elle va certainement pas se fermer au monde, je le disais tout à l'heure. Elle a besoin de cette ouverture, elle a besoin de multiplier les partenariats, mais elle a besoin aussi de faire ce qu'elle aurait peut-être dû commencer à faire, c'est-à-dire construire son marché intérieur. Et je pense que ce que vous venez de mentionner, c'est la construction de cette zone de libre-échange qui est rentrée en vigueur au 1er janvier. C'est un processus qui va s'étaler sur 15 ans, ça prend du temps, l'Europe le sait. C'est quelque chose de fondamental, c'est la priorité. Il faut que ce projet réussisse pour l'Afrique. Si l'Afrique construit son marché intérieur, elle deviendra plus intéressante, plus attractive pour l'ensemble de ses partenaires. Et donc, ce n'est pas un repli, mais c'est la construction d'un marché intérieur. Merci. Okeko. Moi, je pense que j'espère qu'il n'y aura pas de repli, mais il faudra travailler sur un point que je n'ai pas abordé, qui est le repli des esprits.
Notamment, vous avez parlé sur la migration, par exemple. Associer tout de suite Afrique à migration, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de couper dans les esprits. Parce que la migration, toutes les études montrent que la plupart des migrants africains vont dans d'autres pays africains, ils vont dans leur propre pays, de rural à urbain. Et très très peu sont ceux qui vont avoir le courage de partir dans d'autres pays, et notamment au nord. Donc, repli des esprits, non. Luttons contre cette repli des esprits et essayons, par exemple, de commencer par cette vision fausse sur l'immigration. Merci beaucoup. Donc je vous propose notamment, David, une motion de consensus qui est de dire le repli, on peut l'éviter, quoi. Et en tout cas, on est bien d'accord les uns et les autres pour se dire que c'est un risque très important, et notamment un risque pour l'Europe et pour la France, où certes on a besoin de souveraineté, mais certes on a aussi besoin d'ouverture, et qu'il faut pouvoir essayer d'agir sur ces deux fronts. Je voudrais remercier nos panélistes de la puissance de leur réflexion et la qualité des échanges. Et je voudrais saluer des personnalités qui nous ont rejoints dans la matinée que je n'avais pas saluées au début. Madame la préfète du département, je suis très heureux de voir qu'elle suit attentivement nos travaux, et je voudrais saluer les deux députés de la Vienne qui sont là, Madame Baliblou d'une part et Monsieur Sacha Houlier d'autre part. Merci de nous faire l'honneur de votre présence avec nos amis du Sénat que j'ai cité tout à l'heure. Je voudrais donc vous libérer pour cette matinée, vous donner rendez-vous à 13h55 précise dans cet amphithéâtre. Certes, cet hôtel Plaza a une gastronomie d'avance et qu'il est particulièrement agréable d'y déjeuner, mais il ne faut pas s'y attarder, puisque nous avons le bonheur de recevoir l'ancien Premier ministre, et un ancien Premier ministre, ça s'accueille, sauf quand c'est chez lui, pour donc avoir le bonheur d'entendre notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui va intervenir sur la situation internationale. Je crois que c'est une de ses premières interventions sur ces sujets-là, depuis qu'il a quitté ses fonctions à Matignon. Et dans son livre, notamment, il avait des réflexions assez poussées sur notamment les questions de sécurité et de défense. Et donc, je pense que ce sera intéressant de l'entendre sur les vertiges du monde tout à l'heure. Et ensuite, nous aurons un débat notamment sur cette dialectique Chine-Amérique, avec une intervention, on verrait, très intéressante de Kishore Mahbubani, qui est un professeur diplomate de Singapour et qui a une vision très intéressante. Il est très conscient de ce qui se passe en Asie, il connaît très bien les États-Unis, il a été ambassadeur de Singapour à l'ONU, et donc il a cette grande connaissance des relations intérieures, mais comme tout Singapourien, il a quand même l'idée que l'Europe est à bout de souffle et que c'est le continent un peu du passé, et qu'au fond, on n'est pas sur le devant de la scène. Et donc, c'est assez, quelquefois, humiliant d'entendre que finalement, nous ne sommes pas au premier rang des acteurs. Ça nous ramène un peu à la modestie, ce qui n'est jamais mauvais pour des Français. Et donc, on va entendre Kishore Mahbubani, et ensuite, nous aurons le bonheur d'avoir un échange entre Sylvie Bermann, qui est présidente du conseil d'administration de l'IHEDN et qui est ambassadeur de France. C'est un titre de grande noblesse dans notre diplomatie. Elle a été à Londres, à l'ONU, en Russie et en Chine, et donc elle a déjà participé à plusieurs de nos forums, et je la remercie beaucoup d'être là. Puis nous aurons Pascal Boniface, qui est fondateur et directeur de l'IRIS, lui aussi qui a été présent à plusieurs reprises, qui est un expert engagé, avec un esprit de finesse et de géométrie à la fois, ce qui, sur ces sujets, est très important. Donc, sur le piège de Thucydide, notamment, comment le numéro 1 peut accepter la montée du numéro 2 et comment est-ce que les choses peuvent se passer. Et puis, nous aurons un autre échange ensuite avec Danielle Dubrac, qui est présidente de la CCI de Seine-Saint-Denis et qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, sur les inégalités, sur ce que disait un peu Jean-Paul Bedbez tout à l'heure, sur la montée des tensions, la montée des inégalités dans le monde, qui est quand même une menace très, très importante
et comment on peut échapper dans cette situation internationale désordonnée avec la présence de Bertrand Badic, professeur émérite des universités et à Sciences Po, et qui a fait plusieurs livres. Il nous parlera d'ailleurs, je l'espère, de son prochain livre, et qui constate le fait que la géopolitique traditionnelle est en train de disparaître, cette économie internationale, ces échanges internationaux fondés sur le traité de Westphalie et sur une histoire des nations, aujourd'hui est malmenée par tout ce qui se passe autour de l'émergence des sociétés civiles partout dans le monde. Et donc, comment, dans cette situation où il y a des fortes menaces et où les structures relationnelles de dialogue sont très fragilisées, comment peut-on essayer de faire face à cette situation et retrouver ce qui est notre objectif aujourd'hui, des lignes d'avenir quant à nos équilibres. Puis nous aurons la conclusion de ces travaux avec André Chieng, notamment, qui interviendra de Pékin par visioconférence. Je vous remercie de votre sage attention durant cette matinée et je vous prie qu'on se retrouve au restaurant. Et vous avez bien noté, vous vous précipitez sur votre dessert pour à 13h55 être présent dans cet amphithéâtre du Futuroscope. Merci beaucoup à tous et bon appétit. Et quand vous circulez, s'il vous plaît, vous mettez des masques.